Log. Les flammes éteignent les voix. Que peuvent encore dire les images? Tout commence dans l'obscurité, une ligne blanche se trace lentement, comme une cicatrice qui s'ouvre sur la nuit. Puis, comme un lavis qui se répand dans l'eau, des aplats de couleurs apparaissent, violets, profonds. Ocre or terni. Dans cette fresque mouvante, une silhouette, Jeanne, jeune mariée, saisie par des mains gantées et traînée devant un seigneur pour un droit de cuissage que l'histoire officielle prétend reléguer au mythe, mais que Belladonna au Sannes rend à la fois inoubliable et insupportable. Ce film d'animation japonais de 73 s'inspire librement de La sorcière de Jules Michelet, de 1862. C'est un essai historique et lyrique où l'historien romantique réinvente la figure de la sorcière. Et la réinvente en guérisseuse, amante, rebelle et martyre. Michelet y mêle archives et vision poétique, peignant une héroïne du peuple broyée par l'église et les seigneurs. Mais aussi tout auréolée d'une sensualité trouble. La proie sentit le chasseur. Quelques minutes plus tard, elle aurait été enlevée, à jamais scellée sous la pierre. Elle se couvrit d'un haillon qui se trouvait dans l'étable, prit des ailes, en quelque sorte, et avant minuit se trouva à quelques lieues, loin des routes, sur une lande abandonnée qui n'était que chardons et ronces. Dans Belladonna, cette inspiration devient matière visuelle. L'or des tentures se mêle au rouge du sang. Et le thème musical de Masahiko Sato, note de piano égrenées, souffle rauque du saxophone et tire la douleur jusqu'à la transformer en tableau. Et soyons bien d'accord, c'est là que commence le piège. Nous voyons mais nous ne voyons pas, par un œil qui transforme, qui cadre, qui décide. 3 siècles plus tôt, dans les ruelles étroites de Zugarramurdi, au Pays Basque, d'autres Jeannes, d'autres noms. On raconte des danses nocturnes autour d'un bouc, des banquets sur les landes. On raconte des danses nocturnes autour d'un bouc, des banquets sur les landes. Les notaires consignent, les inquisiteurs rapportent. Les écrifiges fantasmes sorciers, mal d'Hadès. Chiffre chez Foucault n'est pas une bibliothèque endormie, mais une bouche qui décide de ce qui peut être dit. Elle trace les frontières du dissible et du silence, transformant les paroles tremblées en vérité durcie. Le dispositif, lui, est une machine à agencer. Il relie les discours et les corps, les institutions et les rumeurs, les pratiques et les images, jusqu'à fabriquer une réalité qui s'impose comme naturelle. Quant au diagramme, c'est la carte invisible des forces en mouvement, un réseau de lignes, de pression et de résistance, où se lisent moins les faits que le rapport de pouvoir qui les traverse. Ensemble, archives, dispositifs et diagrammes forment l'anatomie secrète de nos sociétés, une mécanique qui ne se contente pas d'observer le monde, mais qui l'invente, qui le plie, qui le grave, dans le corps et dans la mémoire. Au début du XVIIe siècle, le Pays basque espagnol est un territoire frontalier, traversé de tensions politiques et religieuses. Les vallées de Navarre, ouvertes sur la France, échappent en partie au contrôle du pouvoir central. La monarchie hispanique et l'Inquisition cherchent à y affirmer leur autorité, à discipliner une population réputée indocile. Dans cette périphérie, l'affaire de Zugarramurdi devient une démonstration de force. En 1610, à Logroño, un gigantesque auto-da-fé est organisé avec des dizaines de condamnations pour rappeler que l'Inquisition est présente jusque dans les replis les plus reculés des montagnes. Mais derrière ce geste politique, il y a aussi une matière plus fragile, des récits populaires, des histoires de veillées, un imaginaire paysan. Depuis des siècles, les légendes locales évoquent les métamorphoses. Un voisin qu'on croit devenu chien, une femme aperçue sous la forme d'un oiseau, un lièvre qu'on soupçonne d'être une sorcière. Ces récits appartiennent à une culture du merveilleux et du carnavalesque. Dans le jeu, on inverse les rôles, on brouille les frontières entre humain et animal. C'est une manière de dire la ruse, de tourner en dérision les puissants, de conjurer les peurs. Et c'est précisément ce qui transparaît dans le témoignage de Maria de Sosaya. Elle raconte qu'à Renteria, un prêtre chasseur l'apercevait souvent. En plaisantant, elle lui lançait « Seigneur compère, tuez beaucoup de lièvres pour que tout le monde en profite ». Puis, dit-elle, rentrée chez elle, elle s'enduisait de cette eau fétide qui servait à rejoindre le sabbat.
Le démon l'a changée en lièvre, elle s'est lancée alors dans les champs, poursuivie par les chiens, et les ridiculisée par ses détours et ses feintes. Une farce, une chasse moqueuse, qui renversait le rapport entre proie et chasseur. Écoutez Maria. Y por dar fin a tantas y tan grandes y espantosas maldades con la burla de la caza, entre otras cosas que refiere la dicha María de Sozaya, declara que, habiendo en la villa de Rentería un clérigo cazador, muchas veces cuando iba a caza, le decía: «Señor compadre, mate muchas liebres para que dé lebrada a todos». Y luego se iba a casa, y habiéndose untado con el agua hedionda con que se untaba para ir al aquelarre, caminaba hacia la parte donde iba el dicho clérigo, y el demonio la ponía en figura de liebre, y arremetiendo contra ella los galgos, corría por los campos haciéndoles muchas burlas, vueltas y revueltas hacia todas partes, con que el clérigo y demás personas con quien él iban andaban desatinados corriendo tras los perros. Comment est-ce qu'on peut comprendre ce texte de Maria? Comment est-ce qu'on peut l'analyser? La puissance du texte de Montgaston procède de la manière dont il offre un aperçu exhaustif et dogmatique du monde de la sorcellerie, tout en multipliant les cas probants. L'effet de vérité de ceci tient à la manière dont le détail anodin, voire dérisoire, côtoie les descriptions les plus repoussantes et irréelles. Ces petits faits vrais, tirés à la vie quotidienne, personnelle, voire intime de tel ou tel prévenu, contribuent à conférer leur vraisemblance à des scènes proprement invraisemblables. Au-delà de leur exploitation par Montgaston et de leur mise en exergue par les inquisiteurs dans les actes d'accusation lus pendant l'auto-da-fé de Logroño, ces détails singuliers rendent perceptible pour le lecteur contemporain la manière dont les inculpés, de bonne foi ou acculés à de fausses confessions, s'appropriaient les stéréotypes pour rendre crédible leur commerce avec Satan. Farce, une chasse moqueuse, celle qui renverse le rapport entre la proie et le chasseur. Dans le langage d'éveillé, ce récit aurait pu rester une blague, une histoire de ruse. Mais une fois consigné par le greffier, il change de statut. L'archive inquisitoriale transforme la plaisanterie en preuve. Foucault l'a montré. L'archive n'est pas une mémoire neutre, c'est une matrice du disciple. Elle fixe ce qu'on peut croire, ce qu'on doit redouter, ce qu'on pourra condamner. Dès lors, le lièvre de Maria n'est plus un animal ni une moquerie, mais une figure démonologique. Il s'inscrit dans un diagramme de pouvoir, rivalité locale, peur collective, curiosité du prêtre. Tout converge pour donner à ce récit la valeur d'un signe symbolique et diabolique. Le rire villageois est capté, détourné, absorbé dans une mécanique qui fabrique la sorcière. Car c'est bien cela, le dispositif inquisitorial. Un agencement où les récits populaires, les dogmes savants, les procédures judiciaires et les rumeurs de voisinage s'articulent pour produire une vérité. Azucar Amour dit « La chasse au lièvre n'est pas seulement une farce, elle devient un crime. Le corps de Maria est désormais marqué par cette vérité fabriquée, offerte comme preuve vivante d'une alliance avec le diable. » La sorcière ici n'est pas découverte, elle est produite par l'archive qui consigne, par le diagramme qui ordonne, par le dispositif qui condamne. Azucar Amour dit, une blague de village se transforme en malédiction, et la chasse joyeuse se termine dans les flammes d'un auto-da-fé. Et dans ce vacarme, une voix rare, Alonso de Salazar Frias, inquisiteur espagnol, qui écrit en 1613 au Conseil suprême de l'Inquisition, je n'ai trouvé aucune preuve qui ne vienne de l'imagination. Écoutez Salazar, écoutez-le. Écoutez-le essayer de reprendre un certain nombre de ces conditions pour s'opposer à l'intégralité de ce délire d'être une sorcière. En el segundo informe de Salazar y Frías, dice: «No he hallado certidumbre ni aun indicios de que colegir alguno acto de brujería que real y corporalmente haya pasado». También más allá dice: «Y en cuanto a los puestos y sitios donde comúnmente solían ser los aquelares y juntas de dichos brujos, tampoco dieron noticia ni aun claridad bastante las 36 personas». Je n'ai trouvé aucune preuve qui ne vienne de l'imagination. Je n'ai trouvé aucune preuve qui ne vienne de l'imagination.
Mais le système est déjà en marche. Un système qui fabrique ce qu'il prétend seulement constater. Un système qui, par les mots, les images et les lois, fait advenir la sorcière. Nous allons le suivre, étape par étape, en tissant les 3 fils. Premier fil, une analyse de Belladonna. Deuxième fil, la construction du système anthropo-historique sorcier. Troisième fil, l'archive. Chaque étape, 3 miroirs. Première partie, quand le don se retourne, à quel moment devient-il un crime ? Dans Belladonna, tout commence comme un conte. Fond blanc saturé, très fin, dessinant un champ, fleurs ondulants, sous un souffle invisible. Jeanne s'agenouille auprès d'un enfant malade, pose une main légère sur son front. L'image ne montre pas la guérison, elle la suggère. Une nuée de pétales s'élève, se dissipe. Les visages du village se tournent vers elle avec gratitude, puis, insensiblement, les mêmes regards se plissent, se ferment, les traits se durcissent, les couleurs virent au froid. On murmure qu'elle guérit trop bien. Les médiévistes Jean Berlioz, Claude Brémond et Catherine Vélé-Valentin ont montré que dans les contes merveilleux, l'aidant peut devenir suspect, l'adjuvant. Vient la partie obscure, si ces dons dépassent ce que la communauté juge normal. L'excès nourrit la suspicion. Laura Mulvey, critique de cinéma britannique, théorise le male gaze sur lequel on reviendra, ce regard masculin structurant le langage cinématographique. Dans Belladonna, Jeanne est non seulement montrée, mais offerte au jugement visuel, cadrée, figée, évaluée. Silvia Federici, historienne italienne, explique que, dans l'Europe de la transition féodale capitaliste, l'autonomie féminine dans le soin et la reproduction est incompatible avec un ordre patriarcal qui veut contrôler le corps et le temps des femmes. Il a contribué beaucoup à dévaloriser l'image des femmes, la position sociale des femmes. Et comme tu as dit, à justifier la suggestion des femmes aux hommes. Oui. Et la chasse sorcière a contribué à briser, non, comme on dit, détruire la solidarité entre les femmes. Françoise Daubonne, militante écoféministe, y voit un sexocide, l'élimination systématique des femmes détentrices de savoirs vitaux. Autant qu'à l'heure actuelle, je plaide non pas pour leur destruction, mais pour au moins la destruction du système malfaisant pour tout le monde, hommes et femmes, que depuis 20 siècles, ils nous ont bâtis. Hypotypose historique, Lorraine, 1591. L'hiver plombe les toits de Jarville, la neige tassée claque et craque sous les sabots. Dans les rues étroites, on croise Barbe Morel, qu'on surnomme la grosse gorge, guérisseuse à la main ferme et à la science sûre des simples. Elle connaît la force amère de la Tanésie, le baume doux de la Marjolaine, les décoctions qui calment la toux et celles qui font advenir les lunes absentes. Un jour, c'est un marchand teinturier, Bastien Aubertin, qui vient non pour guérir, mais pour accuser. Quatrième point notable mais courant dans de telles procédures, les Aubertins, avec le procureur, conduisent un procès à charge qui est ici motivé par la vengeance. L'information, en 2 ou 3 temps, consiste à auditionner en 4 journées, 17 personnes et une 5e journée, 3 de plus, et Aubertin, pour finir, est lui-même auditionné. La source révèle alors ce que les officiers doivent savoir depuis le début, c'est-à-dire les raisons des Aubertins, désespérés par l'état de leur fils et persuadés que la maladie soignée par Barbe était un mal donné, par celle-là même qu'ils avaient sollicité pour le guérir. La déposition de Bastien Aubertin est suivie par une confrontation avec Barbe, laquelle a dit ne vouloir nier, ne méconnaître, qu'elle a abusé l'édite Aubertin et plusieurs autres de ses médicaments, mais elle nie d'être sorcière comme il est porté en la dite plainte, recourant à une formule forte, ce qu'elle veut vivre et mourir, sur ce qu'elle a juré. La femme Aubertin lui dit, à Barbe, qu'elle avait soupçon sur une femme qui demeurait en leur maison et qu'elle craignait qu'elle eût donné le mal à son fils. Or cette femme réputée sorcière étant morte, on ne peut plus lui faire retirer son sortilège. En s'engageant à soigner le malade, Barbe a promis de contrer un sort lancé par une autre, ce qui pour toutes les parties signifie qu'elle-même doit être une puissante sorcière. Il y a ensuite 2 séquences de soins sans succès, puis une querelle et l'accusation d'être sorcière et abuseresse, appuyée sur le mauvaise femme et réputation qu'elle a. Les ressorts de ce procès sont donc le dépit et la vengeance. Sorcière et abuseresse. La plainte remonte de la basse justice de Jarville à la haute justice de Lenoncourt. Les témoignages s'empilent comme fagots, on ne raconte plus seulement un maléfice, on l'orne, on l'élargit. Des gestes anodins prennent soudain une gravité de crime. Dans la salle glaciale où on l'interroge, Barbe répond avec ces mots.
Mais la plume du greffier traduit dans une langue étrangère pacte, sortilège, maléfice. Ce qu'elle dit s'efface sous ce qu'on écrit. Dans les esprits déjà, le verdict devance la sentence. Au printemps, la fumée du bûcher emporte son nom. Archives départementales de Meurthe-et-Moselle. Nicolas Rémy, la démonolatrie. Ici, le système sorcier est encore une architecture discrète, presque invisible, comme un fil tendu entre les mains du guérisseur et celles de la communauté. Un fil de confiance qui se tisse dans les gestes, les herbes, les paroles. Mais lorsque ce fil se tend trop, lorsque l'ouvrage paraît trop solide, trop efficace, trop libre, il devient corde. Corde qui étrangle la bienfaitrice en l'attachant à un nouveau rôle, celui de l'ennemi caché. Ainsi naît, par glissement, le premier visage du système sorcier, un miroir qui transforme le don en menace. Alors, deuxième partie, comment la rumeur tisse-t-elle sa toile? Quand Belladonna, la caméra glisse entre les silhouettes comme un souffle. Des visages surgissent dans l'ombre, mi-profil, mi-masque. Les bouches s'animent, mais aucun son articulé ne sort. Seulement un murmure collectif, une onde sonore faite d'aspiration et de chuchotis superposés. Des mèches de cheveux couvrent les yeux, des mains se portent à l'oreille, des gestes se font secrets. Puis l'écran se peuple de formes hybrides. Un bouclier devient griffe, un œil se fond dans une fleur, un serpent se tord au milieu d'un visage. Julien Bonhomme, anthropologue, montre dans ses travaux sur la rumeur qu'elle agit comme un organisme vivant. Elle se nourrit de détails vrais, les déforme, les relie, et ainsi elle croît. La rumeur ne se contente pas de raconter, elle organise le social, en distribuant soupçons et alliances. Ce qui intéresse l'anthropologue, c'est donc pas tant qu'une rumeur soit factuellement fausse, ou finalement vraie, parce qu'il peut y avoir des rumeurs qui s'avéreraient vraies, mais plutôt les raisons pourquoi elle peut être considérée comme existentiellement vraie, c'est-à-dire de comprendre dans quelle mesure cette rumeur exprime quelque chose de l'expérience sociale des gens parmi lesquels elle circule. Dans le système sorcier, la rumeur est une instance de préjugement. Elle prépare le terrain du procès en faisant de l'exception un fait attendu. Sophie Houdard le note. Dans l'imaginaire inquisitorial, l'histoire de la sorcière est déjà écrite avant même la première déposition. Hypotypose historique, Ban de la Roche, 1620-1621. A des Barins B 5625. L'hiver est lourd dans les montagnes du banc de la Roche. La neige isole les hameaux, les chemins s'effacent et les veillées s'allongent autour du feu. C'est là, dans la pénombre, qu'une histoire prend corps. Une femme aurait fait tourner le lait de sa voisine en vinaigre. De maison en maison, le récit s'enrichit. Le lait devient baril de bière, puis tonneau de vin. On y ajoute un grenier vidé, un enfant malade, une vache trouvée morte au matin. Chaque halte ajoute un poids à l'accusation. Chaque voix enroule une corde autour du cou invisible de la suspecte. Quand on la convoque, devant la justice seigneuriale, elle ne reconnaît pas l'histoire qu'on lui raconte. Ce ne sont plus des faits, c'est une légende devenue procès. Et l'encre noire, une fois sèche, rend la rumeur irrévocable. Elle a confessé que, passé 3 ans, devant qu'elle fût mariée, sa mère lui donna quelque chose en son potage dont elle perdit toute affection envers Dieu. Elle a confessé que bientôt après le diable vint la trouver sur le chemin de la Neuville, qu'il s'appelait Percin et avait les pieds fendus. Elle a confessé qu'il lui commanda de renier Dieu et de le haïr de toutes ses forces, ce qu'elle fit. Elle renia aussi le saint baptême. Percin la baptisa autrement et l'appela Noir Diable. Il lui bailla aussi un autre diable jeune, nommé Gérardin. Elle allait au sabbat sur un chien noir que le diable lui amena. Elle y a vu tous ceux et toutes celles qui ont été justifiés. Elle a confessé que passé 5 ou 6 ans, sa mère, son frère et elle firent mourir leur père en lui donnant de la poison dans du miel sur du pain. Elle aida aussi à faire mourir sa mère en la prison avec de la graisse. Elle, la mère, le sachant bien, il y avait aussi un diable percin. Elle fit aussi mourir 2 autres femmes et une fille. À la Saint-Georges passée, elle, son frère et autres furent au Chénois, et là, firent de la graisse dans une fontaine pour gâter les fruits de la terre. Elle a confessé aussi que la Pâque passée, elle fut à la Sainte Seine, qui ébahia l'hostie au diable, lequel la prit et la jeta au feu, ce qu'elle fit 5 fois. Carlo Ginzburg, dans les batailles nocturnes, rappelle que ce tissage de récits, souvent né de conflits agraires et de jalousies, est systématiquement réinterprété à la lumière du schéma démonologique. La rumeur devient la première preuve, avant même qu'on ait cherché un témoin. Vous voulez, pour moi, la richesse de ces documents, c'est ça, c'est-à-dire que ce qu'il y avait avant, et parfois à côté, et parfois même ensuite,
après le stéréotype et comment les stéréotypes a émergé. Et justement, déchiffrer les stéréotypes. Parce que le stéréotype, il est répandu un peu partout en Europe, même en dehors de l'Europe, à travers, disons, la colonisation. Alors, mon idée, c'était, oui, il y a ces stéréotypes, mais lire les stéréotypes d'une façon littérale, c'est pas très intéressant. Et pourtant, c'est ce que on avait fait, c'est-à-dire par des historiens éminents, qui ne croyaient pas les aveux correspondaient à des actes, etc. Mais quand même, l'idée qu'on pouvait aller au-delà de ce qu'il y a dans les aveux, qu'il y a des éléments inattendus dans ce procès, ça c'était inattendu pour les inquisiteurs et pour moi aussi. Carlo Ginzburg, est-ce que vous pourriez nous donner une définition de la sorcière ? Une définition, mais donnée par qui ? Et voilà, alors, justement. Oui, et justement. Alors, donnée par, disons, les inquisiteurs, les démonologues, etc. C'est-à-dire, oui, alors, des femmes ou des hommes, parce qu'il y avait aussi des hommes, des femmes ou des hommes qui ont commerce avec le diable, qui, disons, sont parfois, il ou elle adore le diable, etc. Tout ça, oui. Et il y a, disons, la description du sabbat où ces rencontres nocturnes des sorcières et des sorciers, etc. Alors tout ça, c'est, disons, le stéréotype, qui est certainement intéressant dans le sens qu'il est le résultat d'une trajectoire historique que j'ai essayé de reconstituer. Alors le stéréotype, oui, ça implique parfois des métamorphoses des humains dans des animaux. Parfois, les humains volent dans la nuit vers le lieu de rencontre. Il y a, disons, la présence physique du démon. Il y a, disons, des orgies de copulation avec les diables. Et tout ça est décrit avec abondance de détails. Et, disons, le fait que les mêmes détails, ou presque, peuvent être rencontrés, disons, à quatre coins de l'Europe, ça prouvait pour les inquisiteurs la réalité du sabbat, la réalité de la secte, parce qu'on parlait d'une secte de sorciers et de sorcières qui menaçait la société, etc. Ces prétendues rencontres nocturnes avec tout ce que j'ai dit. Mais alors, à mon avis... Donc qu'on peut manger, enfin c'était des gens qui pouvaient manger oui, des enfants. Il y a anthropophagie, il y a orgie sexuelle, il y a idolâtrie, il y a tout ça. Mais justement, je pense que il faut essayer de comprendre dans quelle façon le stéréotype a surgi. Alors le système sorcier devient ici un métier haticien invisible. La rumeur en est la chaîne, le soupçon la trame. On dit, on croit, on sait. Et bientôt on juge. Chaque bouche est une navette qui ajoute un fil au tissu. Chaque silence une ombre qui en renforce le motif. Et quand le tissu est assez dense, il devient voile. Voile qui cache le visage réel de l'accusé et projette à sa place celui que le système a imaginé. Troisième partie. Que fabrique un livre quand il prétend seulement décrire ? Un traité peut-il inventer le crime qu'il juge ? Dans Belladonna, certaines images semblent surgir d'un manuscrit enluminé. Des lettres gothiques se dessinent à l'écran, des pages tournent, des figures stylisées d'animaux fabuleux et de démons emplissent le cadre. Mais à mesure que la caméra avance, ces figures cessent d'être ornementales. Elles se détachent du parchemin et se déploient autour de Jeanne, comme pour l'encercler dans le texte lui-même. Ce texte, dans l'Europe de la fin du XVe siècle, c'est le Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières, rédigé par les dominicains Heinrich Kramer et Jakob Sprenger. Imprimé pour la première fois en 1486, il est à la fois un traité théologique, un manuel juridique et un guide pratique de procédure. Au milieu du XVe siècle, quelques procès en sorcellerie ont lieu et beaucoup de gens se mettent à écrire des démonologies. Un démonologue est un spécialiste des méthodes utilisées par les démons. À partir de l'an 1400 en Europe, si l'on est démonologue, on est également amené à expliquer comment fonctionnent les sorcières. Heinrich Kramer était un démonologue important. C'était un moine de l'ordre dominicain et il était à l'affût des sorcières. Malleus Maleficarum, le marteau des sorcières. Ce traité de démonologie présente ses idées. C'est dans ce livre que puiseront leurs idées
tous les chasseurs de sorcières des 2 décennies à venir. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les sorcières et sur la chasse aux sorcières est dedans. Malleus Maleficarum signifie littéralement le marteau des femmes malfaisantes. Elles commettent des péchés parce qu'elles sont faibles et ne comprennent pas que le diable cherche à les séduire, que le diable les trompe. D'après lui, la sorcellerie n'est pas seulement de la magie malfaisante, car cette idée-là existe depuis des siècles. Ce que dit Kramer, c'est que la sorcellerie est un acte hérétique, un pacte conclu avec le diable. C'est à cela qu'il accorde de l'importance, dans le but d'expliquer à l'élite, aux hommes instruits, ce qu'est la sorcellerie. Il explique dans Malleus Maleficarum qu'on peut se passer d'avocats hurlants et gesticulants. Selon lui, les avocats sont obsédés par les petits détails, par la recherche de la culpabilité ou de l'innocence de leurs clients. Il dit explicitement et ouvertement qu'il faut que les personnes suspectées de sorcellerie soient torturées dès que possible. Elles peuvent subir des tortures douces, dit-il, en les suspendant un petit peu par les bras, par exemple, ou en leur brisant un petit peu les articulations, ou en les soumettant un petit peu à des souffrances terribles. Et il trouve ça très raisonnable. Quand on examine ses écrits à l'heure actuelle, on se rend compte que c'est la recette parfaite pour que les gens avouent des choses qu'ils n'ont pas faites et pour qu'ils soient exécutés pour acte de sorcellerie alors qu'ils n'ont rien fait de tel. Mais comme le souligne Sophie Houdard dans Les Sciences du Diable, ce n'est pas seulement un outil judiciaire, c'est un discours total, qui articule théologie, droit, médecine et cosmologie, pour imposer une vision unifiée de la sorcellerie. En décrivant la sorcière de manière exhaustive, son apparence, ses habitudes, ses prétendus pactes avec le diable, le Malleus ne se contente pas d'observer, il fabrique le crime qu'il prétend décrire. Oui, alors effectivement, Michelet s'en est pris à ceux qu'il appelle ses abrutis, enfin, en parlant surtout d'ailleurs de l'encre et avant de l'encre de Sprenger et Institoris. Oui, c'est à peu près le terme qu'il utilise, effectivement. Oui. Bon, c'est manuel de bêtises, comme il les appelle. C'est vrai qu'on ne peut être que frappé entre l'énorme culture, on peut penser par exemple à la culture thomiste des 2 premiers inquisiteurs dont je parlais tout à l'heure, Sprenger et Kremer, ou Institoris, qui publient leur manuel à la fin du XVe siècle, l'énorme culture d'un Jean Baudin, d'un Pierre de l'Ancre, qui est un conseiller au Parlement de Bordeaux, la culture aussi de Martin Del Rio, qui est un autre grand démonologue qui publie ses controverses au début du XVIIe siècle. Il y a contradiction parce qu'il y a une sorte d'acharnement de ces hommes à poursuivre des hommes et des femmes et à les faire parler et à leur faire avouer un crime qui nous paraît évidemment aujourd'hui fantasmé. Il n'y a pas contradiction quand on lit ces textes et qu'on s'aperçoit que le diable entre 2 pieds dans la culture thomiste, par exemple pour le premier manuel dont on parlait, le marteau des sorcières. Donc la culture issue de saint Thomas. Voilà, et qu'il n'y a pas non plus contradiction à la présence de ce diable dans le manuel de Baudin, qui connaît très très bien le néoplatonisme, où les démons ont leur rôle à jouer, qui connaît extrêmement bien la philosophie naturelle, où on se pose quand même tout le temps la question de savoir s'il y a des miracles ou si la nature est seulement responsable des phénomènes extraordinaires. Bon, donc le diable n'est pas simplement un délire d'homme misogyne. Le diable véritablement fait partie du savoir, même si pour nous, ça nous fait sourire ou pas d'ailleurs, parce que les textes sont assez terrifiants. On peut dire que chaque fois, et les textes d'ailleurs évoluent en ce sens-là, à chaque fois le diable rentre dans un savoir très précis que ne reconnaissent plus d'ailleurs forcément les juges de la génération suivante. Est-ce que vous pourriez citer quelques titres ? Robert Mondroux, historien moderniste, rappelle que pour les magistrats français du XVIIe siècle, ces schémas importés d'Allemagne et d'Italie ne sont pas lus comme de simples traités, ils deviennent des matrices d'interprétation. Chaque geste, chaque parole d'une accusée est désormais lue à travers ce lexique démonologique. La question qui se pose à nous est comment parvenait-on, soit au début du XVIIe dans le cas des sorciers, soit plus tard dans le cas des possédés, à détecter l'intervention de Satan. Autrement dit, quels étaient les moyens pour affirmer qu'il y avait possession ou pour affirmer qu'il y avait sorcellerie, et ensuite quelles étaient les procédures suivies pour la répression. Mandroux. C'est pas rien comme question. Alors, si vous voulez bien, nous serrions les problèmes. Enfin, commençons par la
la procédure ordinaire avec une sorcière rurale. Et laissons la détection de la possession qui pose ces problèmes spécifiques. Parce que détecter la possession dans une couventine n'est pas la même chose que savoir si oui ou non une sorcière de village a vraiment signé un pacte avec Satan. La sorcière de village, admettons qu'elle a été dénoncée, que de toute façon elle est suspecte et elle se trouve passée devant un juge qui a sous le bras, sous le coude, disons dans la manche, un bon livre qui s'appelle Boguet, Bodin, Sprenger, etc., dans lequel il possède tout un répertoire magnifique de questions à poser sur les activités de la sorcière. Et elle subit un interrogatoire auquel elle résistera plus ou moins bien si elle a quelques brins de bon sens ou bien si elle n'est pas trop émotive. Enfin, tout un contexte psychologique que l'on peut assez bien suivre dans les interrogatoires. On voit bien qu'il y a des gens qui craquent, comme on dit au XXe siècle, et qui tout d'un coup, ayant perdu tout contrôle, vont se mettre à avouer tout ce qu'espère le juge. Et à ce moment-là, elles avoueront être allées au sabbat, s'être graissées d'un onguent quelconque pour aller au sabbat, avoir emmené des petites filles, des petits garçons, avoir fait toutes sortes d'orgies, avoir distribué des maléfices aux animaux, etc. À ce moment-là, l'instruction est terminée. L'aveu a servi de bonne démonstration. Mais bien souvent, les paysannes résistent. Alors, hypotypose historique, Innsbruck, 1485, procès d'Helena Scheuberin. Archives du Tyrol. Le tournant. Le Maléus. À la fin du XVe siècle, à Innsbruck, l'hiver tombe sur les toits pentus. Helena Scheuberin, veuve et commerçante, est citée à comparaître devant Heinrich Kramer, inquisiteur dominicain venu du Nord. Les accusations sont vagues, mais la conviction du juge est entière. La culpabilité est déjà inscrite dans les questions qu'il pose, TW. Trigger warning. Au début du procès, les interrogatoires suivent un canevas invisible, pacte avec le diable, vol nocturne, maléfice contre bêtes et récoltes. Helena nie, résiste, refuse l'aveu. Mais dans la plume du greffier, son silence devient obstination coupable. Sa fermeté se transforme en signe de l'assistance démoniaque. Mais cette femme, loin de se soumettre à l'autorité inquisitoriale, continue à s'opposer fermement à lui. Kramer, persuadé que sa résistance ne peut s'expliquer que par une alliance avec le démon, fonde son accusation sur une critique obsessionnelle des mœurs sexuelles de l'accusé. Dans l'interrogatoire, il multiplie les questions détaillées, presque inquisitoirement lubriques, sur ses activités sexuelles supposées. Dans la salle tendue du tribunal épiscopal, Heinrich Kramer fixe Helena Scheuberin. Elle est accusée de sorcellerie. Mais ce qui fascine et obsède l'inquisiteur dépasse le cadre strict du droit canon. Très vite, son interrogatoire dérive. Bredel rapporte qu'il lui demande de décrire exactement comment le diable a touché et où. Il insiste avec une précision qui confine à la lubricité pour qu'elle dise si elle a embrassé le diable sur les postérieurs, l'osculum infame. Puis viennent des questions encore plus intrusives. Quelle était la nature des organes génitaux du démon? Et quelles sensations cela produisait-il lors de ses rapports? In the preamble to the charges against Scheuberin, the inquisitor alluded to sorcery only indirectly. Instead, he dwelt upon the relationship between witchcraft and sexual immorality, the one thing, in his opinion, a necessary complement to the other. Institoris observed that, just as it is hard to suspect an upstanding and decent person of heresy, so, on the contrary, a person of bad reputation and shameful habits of faith is easily defamed as a heretic. Indeed, it is a general rule that all witches have been slaves from a young age to carnal lust and to various adulteries, just as experience teaches. Helena Scheuberin was an ideal example of this principle, a woman of questionable morals, rumored to be sexually promiscuous, and with a reputation for maleficent magical power. Hence, for Institoris, she was a witch, and by definition, once this identification was made, she also became guilty of demonolatry and of personal and sexual commerce with the devil. For Institoris, such an identification was crucial to his thinking about witches,
and the function of an inquisitorial proceeding was in large part to provide the context in which this identification could be made and proved. To this end, he began his interrogation with a series of questions about Chilberin's virginity and sexual history that made his fellow commissioners exceedingly uncomfortable. Soon, Bishop Gosser's representative asked the inquisitor directly to cease this line of questioning, since it seemed to him improper and irrelevant to the case at hand. Institoris then began to question the witness about several specific points of her testimony, but again his manner was so offensive to the episcopal commissioners that they protested and called a halt to the morning's proceedings. Helena Schäuberin, loin de se soumettre, répond sèchement, le contredit, et va jusqu'à l'apostropher directement en audience. Elle ne se contente pas de nier, elle attaque sa légitimité. Le représentant de l'évêque, Ulrich Molitor, finit par juger la scène absolument insoutenable et intime Kramer de quitter l'audience. Tout au long de ses interrogatoires, Helena Schäuberin, loin de se laisser intimider, apostrophe Kramer personnellement au tribunal. Elle ne se contente pas de nier les accusations, elle retourne contre lui le stigmate, l'attaquant sur son zèle maladif et sa soif de pouvoir. Cette confrontation directe, qui se solde par un échec judiciaire pour Kramer, les autorités locales refusant de suivre ses conclusions, agit comme un déclencheur. Humilié, l'inquisiteur va rédiger l'année suivante le Malleus Maleficarum, en 1486, avec l'appui nominal de Jakob Sprenger, afin de fixer dans le marbre juridique et théologique ce que le procès d'Innsbruck n'avait pas validé. L'affaire s'enlise. Les autorités locales ont en effet été lassées par l'ardeur de Kramer et le décharge du dossier. Il a emporté avec lui ses notes, ses schémas, ses certitudes. Kramer, vexé et soucieux de justifier ses méthodes, a rédigé justement ce Malleus Maleficarum. Le traité peut ainsi se lire comme la cristallisation écrite d'un échec personnel transformé en programme judiciaire universel. Ce qui n'avait pas été reconnu à Innsbruck, Kramer l'impose désormais à travers un manuel destiné à tous les juges d'Europe. L'année suivante, dans le Malleus Maleficarum, ces questions et ces procédés ressurgissent presque à l'identique, prêts à façonner d'autres procès. Le traité prend dès lors un caractère profondément performatif, qu'on s'entend bien. Ce traité ne se contente pas de décrire un crime supposé, il l'invente comme catégorie judiciaire stable. Il impose ses procédures d'instruction, il offre aux juges un guide pratique, détaillant comment extraire par la torture et l'interrogatoire la vérité qui échappe au simple regard. La misogynie y est systématique, les femmes y sont décrites comme plus enclines à la sorcellerie à cause de leur lubricité, de leur faiblesse intellectuelle et morale, un héritage de la théologie médiévale mais radicalisé ici, par l'amertume de Kramer. Imprimé dès 1487, le Malleus circule massivement, avec plus de 30 éditions jusqu'en 1669, s'imposant comme texte de référence pour des générations de magistrats et d'inquisiteurs. Alors attendons-nous bien, c'est ce que dit Malandrou. Un certain nombre de cours de justice, notamment celle de Paris, sont assez peu enclines à recevoir les inventions des juges. Mais la cour de Bordeaux, par exemple, est particulièrement attentif à noter et enregistrer l'intégralité de ces procédures. Cette autorité universelle repose sur un acte manqué judiciaire, l'échec d'un homme face à une accusée qui avait eu l'audace de lui tenir tête. Mais surtout, aucune raison d'aller psychologiser ce texte-là. Il rencontre un imaginaire social déjà bien installé. Moins au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pense, que entre les années 1480 et les années 1520, jusqu'au grand dernier procès de Szeged de 1728 sur lequel on reviendra. Ainsi, dans la généalogie du système sorcier, le Malleus Maleficarum n'est pas seulement un produit du contexte intellectuel et religieux de la fin du Moyen-Âge, il est aussi, et peut-être surtout, le règlement de compte scriptural d'un inquisiteur blessé dans son autorité transformé en instrument mondial de persécution. Mais là, il faut être foucaldien. C'est parce que ce texte rencontre un diagramme pastoral de pouvoir qui l'accueille, qui va pouvoir avoir le succès et la fortune qu'il aura.
Silvia Federici voit dans ce texte un instrument de contrôle social, au service d'une économie en mutation. Il retire aux femmes le savoir et l'autorité qu'elles avaient dans le soin, la reproduction et la transmission des savoirs populaires. Je voyais à ce moment-là, lorsque j'ai commencé mon travail, je voyais une connexion très, très directe, non, entre l'histoire des femmes, non, des femmes dans le développement du capitalisme, et aussi l'histoire de tout le monde de sujets, non, comme les esclaves, comme les indigènes, les colonisés, les colonisés, qui n'ont été pas reconnus, non, beaucoup, ou centralisés dans l'histoire que les socialistes, les penseurs socialistes nous ont donnée de cette période et de ce développement. Pour Françoise d'Aubonne, c'est un texte qui a rangé parmi les grands textes du sexocide. Non pas la destruction ponctuelle, mais l'organisation rationnelle et durable de l'élimination des femmes autonomes. Dans Belladonna, retournons à Belladonna. Le Malleus est invisible, mais il est présent dans chaque plan où Jeanne est réduite à une image archétypale, tentatrice, empoisonneuse, possédée. Il consacrera plus dans ce développement à la question de la sorcière plutôt qu'au possédé ou au double. Et il faut lire de Certeau sur les possédés de Houdin ou sur un certain nombre d'histoires dans des couvents. On se concentre là sur la sorcellerie. La voix masculine du narrateur prend la place de la sienne, énonçant son histoire comme un cas d'école. Ça, c'est Belladonna. La prise en compte de l'énonciation par la voix masculine. Le système sorcier devient ici un grimoire ouvert. Ces pages ne se contentent pas de décrire, elles capturent, elles fixent, elles figent. On lit pour savoir, on lit pour juger, on lit pour condamner. Chaque mot est une serrure qui enferme un geste, chaque paragraphe une cage pour l'imagination. Et lorsqu'on referme le livre, le monde a changé. Ce qu'on croyait réel n'était que la copie du texte, et cette copie devient la seule réalité admise. 4e partie. Pourquoi vouloir sauver les âmes peut-il détruire des vies? Quand le salut se fait chaîne, que reste-t-il de la liberté? Dans Belladonna, certaines séquences ressemblent à un rituel inversé. Jeanne est conduite dans un espace dépouillé, baigné d'une lumière irréelle, les lignes se resserrent, les murs se ferment, l'air semble se figer. La caméra, toujours légèrement en plongée, écrase la figure de Jeanne comme si elle était déjà pliée sous un poids invisible. Et là, il faut faire intervenir Michel Foucault. C'est ce qu'il appelle dans Les Anormaux et dans Sécurité, Territoire, Population, 2 cours au Collège de France, le pouvoir pastoral. Le pastorat dans le christianisme a donné lieu à tout un art de conduire, de diriger, de mener, de guider, de tenir en main, de manipuler les hommes, un art de les suivre et de les pousser pas à pas, un art qui a pour fonction de prendre en charge les hommes collectivement et individuellement tout au long de leur vie et à chaque pas de leur existence. Eh bien, c'est là, je crois, enfin, en tout cas, pour ce qui serait l'arrière-fond historique de cette gouvernementalité dont je voudrais vous parler, il me semble que c'est là un phénomène important, décisif et sans doute unique dans l'histoire des sociétés et des civilisations. Nulle civilisation, nulle société n'a été plus pastorale que les sociétés chrétiennes depuis la fin, si vous voulez, du monde antique jusqu'à la naissance du monde moderne. Et je crois que ce pastorat, ce pouvoir pastoral, ne peut être assimilé ni confondu, ni avec les procédés qui ont été utilisés et qui sont utilisés pour soumettre les hommes à une loi ou un souverain. Il ne peut pas être assimilé non plus aux méthodes qui sont employées pour former les enfants, les adolescents, les jeunes gens. Il ne peut pas être assimilé non plus aux recettes qui sont utilisées pour convaincre les hommes, les persuader, les entraîner plus ou moins malgré eux. Bref, le pastorat ne coïncide ni avec une politique, ni avec une pédagogie, ni avec une rhétorique. Le pouvoir pastoral. Hérité du christianisme primitif, il se caractérise par 4 traits essentiels. Il vise à guider chacun dans tous les aspects de sa vie, et pas seulement à sanctionner les comportements. Il exerce une surveillance continue, intime, jusque dans les pensées. Il exige l'aveu,
non comme une simple preuve, mais comme un acte de purification et de soumission. Il opère un tri entre ceux qui peuvent être sauvés et ceux qui doivent être perdus. La naissance de l'individu naît dans le sang du Maléus. Sophie Houdin montre comment ce pouvoir s'incarne dans la procédure inquisitoriale. Chaque question est formulée de manière à contenir sa réponse. Chaque réponse est reformulée dans le lexique démonologique. Ainsi l'accusée parle, mais ce qui reste consigné n'est plus vraiment ce qu'elle a dit. Robert Mandrou précise que les magistrats français adaptent ce protocole à leurs contextes locaux. Carlo Ginzburg aussi d'ailleurs. Les rivalités entre villages, les tensions économiques ou religieuses, tout peut être intégré dans le récit judiciaire, du moment qu'il sert à légitimer la condamnation. Hypotypose historique. Wittgenstein, 1562-1563, archives du Württemberg. Dans le petit comté de Helfenstein, l'hiver est rude et la disette gronde. On raconte qu'un sabbat s'est tenu dans la vallée, qu'un orage destructeur a été appelé par des mains humaines. Le comte Ulrich von Helfenstein, fervent catholique, décide de purifier ses terres. Les ordres descendent vite, convoqués, interrogés, confessés. Les femmes sont amenées par groupes, les questions sont répétées comme une litanie, saturée de références au diable et au Maléus. Les sermons publics préparent les esprits, les sentences prononcées édifient la communauté. En moins de 2 ans, 63 exécutions sont prononcées. Le 3 août 1562, une tempête de grêle s'abat sur Wittgenstein. Les récoltes sont détruites, les toits arrachés, les granges éventrées. Dans une petite ville déjà éprouvée par les guerres et les épidémies, le désastre prend allure de cygne. Le comte Ulrich von Helfenstein trouve une cause, les sorcières. Quelques jours plus tard, plusieurs femmes sont arrêtées, interrogées sous la torture et contraintes de confesser leur participation à des sabbats. 6 d'entre elles sont exécutées aussitôt. D'autres dénonciations suivent et le comte, insatisfait de la clémence d'Esslingen, où 3 suspects avaient été relâchés, fait brûler 41 femmes supplémentaires, puis encore 20. En moins de 5 mois, 67 femmes sont exécutées. L'événement frappe les esprits, un pamphlet de 1563, les vraies et horribles actions de 63 sorcières brûlées à Wittgenstein, circule dans toute l'Europe. Il fixe les aveux dans une prose terrifiante et donne à la rumeur la forme d'une certitude imprimée. Ce procès est décrit par les historiens comme le premier grand massacre de la chasse aux sorcières allemandes, une matrice qui inaugure par sa brutalité même la mécanique des exterminations à venir. Source, archives du Württemberg, pamphlet de 1563. Traduction française en 1565. Johann Weyer, De Prestigiis Daemonium, 1563. Les gravures de Jost Hamann, circulant au-delà des frontières, fixent pour tous l'image des accusés, leurs crimes et leurs supplices. Ici, la justice se confond avec une pastorale de fer. Elle prétend sauver les âmes en brûlant les corps. Archives du Gunterberg. Dans Belladonna, ce moment se traduit par un montage rapide. Des visages masculins se succèdent, chacun posant une question, mais c'est toujours la même question. Jeanne filme, en gros plan répond, mais ses lèvres sont recouvertes par la voix off d'un homme. Le spectateur n'entend jamais vraiment ces mots. Définition évolutive, le système sorcier devient ici un confessionnal inversé. Le système sorcier devient ici un confessionnal inversé. On ne demande pas pour savoir. On demande pour obtenir la bonne réponse. On ne transcrit pas pour témoigner, on transcrit pour condamner. Chaque aveu n'est pas la clé qui ouvre la porte de la vérité, c'est un clou supplémentaire dans le couvercle du cercueil. Comme une rivière détournée qui finit par creuser un autre lit, la parole de l'accusé s'écoule dans le canal étroit que le système a creusé pour elle. Et à la fin, c'est dans ce canal que l'on prétendra voir l'origine de la source. 5e partie. Que reste-t-il d'une histoire quand d'autres l'écrivent à votre place? Dans Belladonna, il y a ce moment où l'image se brise. Nous étions avec Jeanne dans ses gestes, dans ses couleurs. Puis soudain, sa voix se tait. Les silhouettes masculines s'installent autour d'une table, la lumière devient plus dure, la caméra s'éloigne. Jeanne n'est plus qu'un sujet de conversation. On parle d'elle comme une absente, ou pire, comme d'un objet d'étude. Sophie Houdin rappelle que dans le procès inquisitorial, l'accusé perd la maîtrise de son récit. On lui retire ses mots pour les reformuler dans un idiome juridique et théologique. C'est un transfert d'énonciation qui agit comme une confiscation de subjectivité. Les minutes d'audience ne sont pas des transcriptions neutres, elles sont des réécritures, souvent à la première personne, qui donnent l'illusion d'une confession libre. Carlo Ginzburg, Les batailles nocturnes, montre que ce processus efface les cosmologies paysannes originales. C'est pas qu'on les comprend pas, c'est qu'on les remplace par une dramaturgie démonologique prête à l'emploi. Robert Mandrou complète. Les magistrats français adaptent ce récit imposé aux codes locaux. Ils mêlent rivalité, alliance et présupposé de culpabilité.
pour donner au texte judiciaire une apparente légitimité communautaire. Je ne suis pas sûr que ces juges et ces médecins aient des doutes sur la validité des preuves qu'ils apportent par la baignade ou par les marques d'insensibilité. Au niveau des parlements surtout, puisque c'est vrai. Au cours du XVIIe, bien sûr, puisque c'est là-dessus qu'on a discuté, sur ce qui est naturel et ce qui est surnaturel. C'était tout le débat tel qu'il s'est développé, à propos d'ailleurs des affaires de possession, tout autant que des affaires de sorcellerie de village. Mais, si vous voulez, ce qui me paraît important, c'est que ces hommes sont des hommes de loi qui ont reçu une certaine formation et ils pratiquent dans le domaine des procès de sorcellerie ce qu'ils pratiquent ailleurs, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un vol de grand chemin, qu'il s'agisse d'un assassinat, la recherche de l'aveu était une règle judiciaire. Enfin, vous disiez d'ailleurs très bien vous-même tout à l'heure qu'il en restait de bonnes traces dans la vie judiciaire du XXe siècle. Et en ce sens, évidemment, il s'agit de réintégrer les gens en leur faisant avouer, au sens propre du terme, en leur faisant confesser le mal qu'ils ont fait suivant les définitions même de la société que ces hommes de justice représentent. Typotypos historique, Triora, 1587-1589, archives d'État de Gênes. Capitolo I. Triora, un borgo fortificato e stregato. Triora è un piccolo paese arroccato sulle pendici del Monte Trono, nell'alta valle argentina, tra quelle prealpi liguri prossime alla terra di Francia. Il paesaggio che si inerpica verso questo forte naturale reca su di sé l'impronta di un tempo immobile, surreale e inquietante. Prima di raggiungere il semenzaio di case che forma il paese, si passa accanto al Ponte Loreto. La sua campata sovrasta un orido di oltre 110 metri e da lontano pare un filo di ragno sospeso sul fiume Argentina. Le acque scorrono nel fondo del burrone tra fore e macigni luccicanti che ne raddoppiano la profondità come nel fuoco di uno specchio magico. Di magia e malefizi Triora sembrava essere satura nell'estate del 1587, quando il Consiglio degli Anziani, di fronte alle terre inaridite e alla carestia che esacerbava i cittadini, decise di fare intervenire gli inquisitori a spese della comunità. Vennero così stanziati 500 scudi per disinfestare il paese dalle donne malefiche che, a detta di molti, erano le vere responsabili della siccità, dei raccolti grami e della moria di bestiame. Perché sur les hauteurs de Ligurie, Triora affronte la disette, récolte maigre, prix du pain qui s'envole, rumeurs d'empoisonnement, 20 femmes sont accusées de maléfices et conduites devant les commissaires de la République de Gênes. Les interrogatoires se succèdent dans une salle nue, froide, où la lumière filtre à peine. Les réponses sont hésitantes, prudentes, parfois évasives. Mais dans les registres conservés, on ne retrouve pas ces hésitations. Les aveux sont recopiés à la première personne, nets, complets, comme s'ils avaient été dictés par les accusées elles-mêmes. J'ai volé de nuit avec mes sœurs, j'ai adoré le démon, j'ai participé au sabbat, j'ai vu le sexe du démon. Ces phrases sont la voix du greffier, pas celle des femmes. La formulation efface toute distance, toute nuance, et transforme la transcription en condamnation. Le texte devient l'outil qui donne à l'exécution l'apparence d'un consentement. Archives d'État de Gênes. Le système sorcier. Nouvelle définition. Le système sorcier devient ici un filet narratif. Il ne capture pas seulement les corps, il prend la voix. Le Thor la traduit dans sa propre langue. Comme un vent qui déforme les voiles d'un navire, il gonfle les récits dans la direction qu'il a choisie. Il est un scribe qui n'écrit jamais ce qui a été dit, mais ce qu'il veut que l'histoire retienne. Ainsi, il n'est plus seulement tribunal,
Il est fabrique d'histoire officielle. Il est fabrique masculine, patriarcale, oppressante, destructrice d'histoire officielle. 6e partie. Pourquoi fallait-il montrer la douleur? Quand le supplice devient spectacle, qui regarde et pourquoi? Dans Belladonna, la montée vers le bûcher est longue. Les couleurs jadis éclatantes s'effacent. Le rouge n'est plus celui des fleurs ou du désir, mais celui du sang et du feu. Il est profondément érotisé. La silhouette de Jeanne se détache à peine du décor déjà consumé avant même que les flammes ne l'atteignent. La conception est longue. Robert Mandrou souligne que pour les magistrats de l'Ancien Régime, la mise à mort publique est une leçon de gouvernement. Elle doit frapper les esprits, illustrer la toute-puissance de la justice et confirmer l'ordre social. Les archives montrent que les sentences sont souvent rédigées avec un soin rhétorique, destiné à la lecture publique, transformant le jugement en proclamation. Sophie Houdard ajoute que ce mouvement final est aussi une apothéose théologique. Il purifie la communauté par la destruction visible du mal. C'est une liturgie inversée où l'autodafé remplace l'autel. Jean Béranger, étudiant le procès de Szeged 1728, note que ces exécutions pouvaient aussi être instrumentalisées, comme démonstration politique tout autant que religieuse. Hypotypose historique. Fischensteig, 1563. Quelques mois après les exécutions massives du comté de Helfenstein, l'horreur prend la forme imprimée. Dans les ateliers d'Augsbourg, une brochure circule, Die wahrhaftige und ehrliche Theatren, les vraies et terribles actions de 63 sorcières. Publiée en 1563, traduite en français dès 1565, elle se répand comme une traînée de poudre dans l'Europe troublée du XVIe siècle. On y lit en prose haletante les aveux arrachés sous la question, les sabbats décrits comme autant de certitudes, les pactes avec le diable gravés dans l'encre. Chaque mot transforme la rumeur en vérité, chaque page imprime la mémoire d'un massacre. Ce pamphlet devient la matrice d'un imaginaire, ou plutôt il nourrit les autres pamphlets, déjà matrices du même imaginaire. Ce qui était procès local se change en modèle européen. Désormais, juges et inquisiteurs poseront leurs questions à la lumière de ces lignes imprimées, comme si la confession attendue avait déjà été rédigée, avant même que la bouche de l'accusé ne s'ouvre. Personne n'a jamais assisté à un sabbat. Il illustre un imaginaire puisé dans les textes démonologiques et les attendus publics. Ces gravures fixent une haute iconographie qui s'impose ensuite dans les procès. Les juges interrogent en fonction de ce qu'ils ont vu gravé sur papier. L'image précède et modèle la parole, offrant au tribunal la forme que l'aveu devra épouser. Nouvelle définition. Le système sorcier devient scène de théâtre. Il met en scène le supplice comme on met en scène l'acte central d'une tragédie. La sorcière est l'actrice forcée, le peuple est le cœur antique, et le pouvoir, metteur en scène invisible, règle la lumière, le texte et la fin. Il faut voir, il faut trembler, il faut retenir. Ainsi il grave dans les mémoires une leçon de chair et de feu. 7e partie. Quand la chasse aux sorcières cache une lutte de pouvoir, que reste-t-il de la vérité? Derrière le diable, quel prince se cache et quel prince chante? Dans Belladonna, les hommes qui entourent Jeanne ne sont plus prêtres ni juges, mais seigneurs et administrateurs. Leurs abris sont brodés d'or, leurs voix mesurées, leurs regards calculés. Elle n'est plus une menace spirituelle, elle est un atout, un obstacle dans un jeu de pouvoir. Jean Béranger a montré que dans l'Europe centrale du XVIIIe siècle, les procès de sorcellerie tardifs comme celui de Szeged sont souvent des règlements de compte politiques déguisés. Robert Muchemblin éclaire le processus. Les élites savent mobiliser la peur démonologique pour asseoir leur autorité. Robert Mandrou remarque que dans ces cas, la procédure se part toujours des justifications religieuses. Mais l'essentiel se joue sur un autre terrain, celui des alliances locales et des conflits de juridiction. Hypotypose historique, Szeged, 1728. Archives nationales hongroises. Pour comprendre vraiment le procès de Szeged, en fait, ce qui a pu se passer en 1728, il faut revenir sur le contexte historique. Alors, je m'appuie ici sur les travaux de Jean Béranger, les doléances de la dette hongroise et ceux de Robert Muchemblin, qui lui a travaillé sur la sorcellerie en Cambrésie, mais qui reviendra sur le mécanisme du bouc émissaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en 1728? Alors, on a une forte minorité protestante en Hongrie qui a obtenu une dette, cette dette de 1681, qui entraîne des privilèges confessionnels. Alors, il y a eu une occupation turque pendant 2 siècles, et depuis ce dernier siècle, les Hongrois ont lutté contre les Allemands d'Autriche, théoriquement leurs alliés, qui veulent leur imposer une administration centralisée, composée d'Allemands, qui, eux, veulent imposer la contre-réforme et le retour au catholicisme.
Il y a eu une grande insurrection au début du siècle, une guerre d'indépendance de François II qui a été soutenue par la France suite à la guerre de succession d'Espagne. Puis les Hongrois sont frappés par la peste. Ils sont abandonnés par les alliés français et ils ont dû négocier vis-à-vis du gouvernement de Vienne. Il y a un régime de compromis politique qui se met en place. Le roi est Habsbourg, ça, il n'y a aucun problème. Du coup, on a un gouvernement de Vienne qui ne peut pas intervenir dans les affaires locales. On a une vraie autonomie hongroise depuis Bratislava puis Budapest. On a donc quelque chose comme un self-government. Mais le gouvernement de Vienne va essayer d'intervenir dans ces affaires locales de deux façons. Un, implanter une population catholique d'origine allemande pour avoir des sbires orthodoxes plus favorables. Et deux, peser sur l'administration des petites villes, à défaut de pouvoir peser sur l'administration autonome hongroise. On a donc une tentative de reprise en main de l'administration de Szeged, ici, qui vient juste d'être vidée de l'occupation turque. Si on rajoute à ça un certain nombre de problèmes liés, de problèmes climatiques, on comprend l'affaire des marchands de pluie de Szeged. C'est Prohaska qui donna la lecture du jugement. Attendu que les 18 malfaiteurs, sorciers et sorcières, ont renié le Créateur tout-puissant. Attendu qu'à l'aube du jour de la Saint-Georges, ils se sont rassemblés pour s'emparer de la rosée en tendant des draps noirs immenses au-dessus de l'herbe, qu'ils ont saccagé le blé encore vert pour le repiquer en terre turque, empoisonné les vignes pour qu'elles ne portent plus jamais de fruits, et vendu notre pluie aux mécréants contre un baquet d'or, nous les condamnons, au nom de la loi, à être brûlés vifs en la place du marché. La rumeur accuse des guérisseuses, connues pour leur savoir des herbes. L'enquête s'ouvre, mais dès les premières arrestations, elle prend la forme d'une rafle. Plus d'une 50aine de personnes sont emprisonnées, femmes, hommes, enfants. Les interrogatoires suivent un modèle figé. Même question, même réponse attendue, mêmes aveux arrachés sous la torture. Les dossiers se ressemblent comme des copies d'un même texte. Les verdicts tombent en série, sans nuance. En quelques jours, 23 personnes sont brûlées vives sur la place publique. Ici, le procès n'est pas une recherche de vérité, mais un geste d'éradication. La justice fonctionne comme une machine à exterminer, jusqu'à épuisement de la liste des noms. Ici, il y a utilisation d'un climat général de peur. Et je veux dire, la Hongrie vers 1728 semble être une Hongrie appauvrie, démographiquement et économiquement appauvrie, et une Hongrie où la peur du Turc est encore présente. Or, on voit dans la pièce, très nettement, apparaître la peur du Turc, qui se greffe ici à une peur de la famine. Je veux dire, le manque de pluie, c'est pour les Hongrois qui sont dans une situation démographique et économique exceptionnellement défavorable encore, c'est la possibilité de la famine. Et je crois qu'il y a une atmosphère de mécontentement, avec en plus la résurgence, depuis quelques années, d'une intolérance religieuse profonde. Tout ceci explique le mécanisme du bouc émissaire qui est utilisé, d'après le texte, par les agents de l'administration autrichienne. Ce mécanisme du bouc émissaire, je le vois en 5 ou 6 étapes. D'abord, on voit apparaître une sage-femme qui est à la fois une guérisseuse et une blasphématrice. Et dans le climat de peur et d'inquiétude que je viens de décrire, qui est rappelé tout au début, par exemple, par une sorcière qui a été brûlée à Eger et qui aurait contaminé des vaches et un garçon, etc. Dans ce climat de peur et d'inquiétude, on utilise, dans une population qui est fortement sensibilisée, cette peur qui est générale en Occident de la sage-femme. Et on fait d'elle une sorcière. Il y a en plus, dans le texte, une apparition d'un christianisme que M. Jean Delumeau appellerait un christianisme de la peur. Lors des prêches, par exemple, de Cyprien, on voit que l'Église prouve l'existence d'un Dieu terrible et de Satan et avive les inquiétudes qui existaient déjà au niveau démographique, économique, social et religieux.
Alors se passe le mécanisme traditionnel, c'est-à-dire la désignation d'un coupable, la sage-femme, l'exorcisme, qui se double d'un interrogatoire qui, très nettement et culturellement, au désavantage de la sage-femme, qui se trouve en face de juges dont elle ne comprend pas ni la dialectique ni la culture, et qui représente en plus l'autorité. Et à partir de là, il y a des dénonciations en chaîne, tout à fait traditionnelles et habituelles. Sous l'effet de la torture, la sage-femme dénonce en particulier les premiers noms qui lui viennent à la tête, notamment les 2 femmes qui sont apparues tout au début de l'exposé. Et on lui fait dénoncer, ce qui est là un peu anormal. Je n'ai pas d'autre exemple de l'apparition d'un personnage comme Rosa, c'est-à-dire d'un personnage exerçant des fonctions importantes et étant dénoncé pour sorcellerie, mais on voit apparaître la dénonciation de Rosa. Et puis alors, il se passe une sorte d'évacuation générale de la peur par toute la communauté. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a enfermé les 18 sorcières, qu'on les a condamnées à mort et qu'on les exécute, il y a une évacuation de la peur. Le bouc émissaire a rempli sa fonction, c'était la sage-femme, plus une série d'autres individus. Alors, sur ce mécanisme traditionnel, il faut bien le dire, il semble que l'administration centrale ait joué et ait réussi à l'utiliser avec les conseils des dominicains et de l'Église. Nouvelle définition. Le système sorcier devient masque politique. Sous le masque du démon, il cache le visage des rivalités économiques et des ambitions territoriales. Il est un échiquier où chaque accusation déplace un pion, renverse une tour, fait tomber une reine. Sous le diable, le prince, sous la sorcière, l'ennemi politique, sous le bûcher, le trône. Les bourgeois. 8e partie, peut-on comprendre la chasse aux sorcières comme un système complet? Où commence et où finit la mécanique de la chasse? À ce stade de Belladonna, tout est en place, la rumeur, la doctrine, le texte, la confession, le procès, le supplice, la récupération politique. La vie de Jeanne n'est plus qu'un fil rouge dans une tapisserie immense, où chaque scène semble prévue d'avance. Mais ce que nous voyons, ce n'est pas seulement une mécanique judiciaire, c'est, pour reprendre Michel Foucault, un dispositif pastoral dans sa forme la plus complète. Dans Les Anormaux et Sécurité et Territoire Population, comme on l'a déjà vu, Foucault décrit le pouvoir pastoral comme un mode de gouvernement hérité du christianisme primitif qui se distingue par les traits qu'on a déjà vus. Appliqué à la chasse aux sorcières, ce pouvoir pastoral ne se limite pas à condamner des actes. Il produit la catégorie de crime qu'il traque. Il ne se contentera pas de traquer le mal, il définit ce qu'est le mal, puis fabrique la procédure qui prouvera que ce mal existe. Dans Belladonna, ce pouvoir s'incarne dans la manière dont Jeanne est toujours cadrée dans un réseau invisible, même lorsqu'elle est seule à l'écran. Les couleurs, les coupes, les silences suggèrent qu'elle est observée, évaluée, enfermée dans une narration qu'elle ne contrôle plus. N'importe laquelle de ces images est déjà happée par un montage qui les cadre comme un témoignage définitif, jamais son témoignage à elle. Sophie Houdard a montré que ce pouvoir se matérialise dans le protocole inquisitorial. Chaque question est formulée pour encadrer la réponse. Chaque réponse est recadrée dans le lexique de la culpabilité. Occupe plus, et les traités se multiplient et se complexifient d'ailleurs, le sabbat occupe de plus en plus de place et d'importance. Le sabbat, c'est l'expression la plus extraordinaire sans doute de la sorcellerie pour ces hommes. En même temps, c'est ce qui les fascine et les intrigue le plus, puisqu'ils ne voient jamais le sabbat. On n'aperçoit jamais de sabbat, selon l'idée déjà ancienne que quand on est au sabbat, tout s'évanouit, on ne peut jamais voir le sabbat, et les juges d'ailleurs se plaignent de ce que des malheureux aient fait l'expérience d'aller voir et n'en sont soit jamais revenus, soit tout s'est évanoui et il leur est arrivé des choses terrifiantes. L'interrogatoire va permettre aux juges, quels qu'ils soient d'ailleurs, d'avoir des substituts de cette scène tout à fait étonnante qu'il ne peut jamais apercevoir. Ces substituts, ça va être évidemment l'aveu, le récit, et là on aura parfois des récits étonnamment longs et extrêmement détaillés, d'ailleurs en particulier chez Delangle, c'est-à-dire chez les derniers des juges qui nous intéressent, en tout cas pour la France, donc des récits extrêmement détaillés, ou bien un corps qui doit faire voir ce qu'on n'aperçoit pas. Donc un corps qui va montrer le diable, puisqu'on ne l'aperçoit justement jamais, et que quand on l'aperçoit, est-ce qu'on est sûr de bien le voir, ou est-ce qu'on n'est pas déjà trompé par ce grand menteur qu'est le diable? Le dispositif prend forme. C'est ce que nous pouvons nommer ici un système anthropo-historique sorcier, un appareil total,
qui traverse les siècles, articule croyances, droits, politique et spectacle, et produit sans cesse l'ennemi qu'il exhibera ensuite pour se légitimer. Hypotypose historique, Bamberg, 1626-1631, le Drunenhaus. En Franconie, l'évêque princesse Johann Georg II ordonne la construction d'un bâtiment réservé aux accusés de sorcellerie, le Drunenhaus, la maison des sorcières. C'est pas une prison ordinaire, c'est un instrument conçu pour briser. Les cellules sont étroites, basses de plafond, plongées dans une pénombre constante. L'isolement est total. Dans chaque pièce, les outils de contrainte et de torture sont déjà installés, prêts à servir à tout moment. Ici, l'aveu n'attend pas l'enquête, il est l'objectif de chaque journée. Les registres des procès montrent des confessions longues, détaillées, parfaitement conformes au modèle démonologique. Ces textes ne sont pas la mémoire des paroles des accusés, mais la production calibrée d'un dispositif où architecture, procédure et idéologie se confondent. En 5 ans, plus de 300 personnes sont exécutées à Bamberg. Le Drunenhaus n'était pas un lieu de détention, c'était une machine à fabriquer la culpabilité. Le système sorcier est un labyrinthe clos. Chaque porte qu'on ouvre mène à une salle déjà décorée pour l'accusation. Chaque chemin ramène au centre où on brûle le bûcher. Il invente l'ennemi, il façonne sa voix, il dirige sa chute, il grave sa mémoire. C'est une horloge dont chaque rouage, le prêtre, le juge, le scribe, le bourreau, les bourgeois, tournent ensemble pour marquer l'heure de la condamnation. Et comme toute horloge bien réglée, il peut être remonté encore et encore. Mais une conclusion sur Belladonna. Quand la révolte devient image, à qui appartient-elle? L'image peut-elle libérer ou ne fait-elle que capturer autrement? Peut-on filmer la douleur sans la rendre belle? En refermant le cercle, nous retrouvons Belladonna au Sanès, là où nous l'avions quittée, sur l'image de Jeanne consumée par les flammes. Tout au long du film, nous avons pu croire à une trajectoire d'émancipation. Et les dernières images du film, où Belladonna devient multiple, s'incarne dans un maximum de figures féminines, puis prend chair dans un certain nombre de figures de la Révolution, annonçant l'émancipation. Une femme qui, par la magie et le désir, échappe à l'ordre patriarcal pour devenir maîtresse de son destin. Mais en fait, quand on y regarde de plus près, cette révolte appartient moins à Jeanne qu'à la caméra qui la suit. Laura Mulvey, dans son essai fondateur Visual Pleasure and Narrative Cinema, en 1975, analyse comment le cinéma classique organise ses récits et ses cadrages pour placer le spectateur dans la position d'un regard masculin. Films that I'd loved, films that had moved me, I was suddenly watching with different eyes. Instead of being absorbed into the screen, into the story, into the mise en scène and the beauty of the cinema, I was irritated. Le corps féminin, ainsi représenté, devient un objet de contemplation, une surface sur laquelle se projette le désir ou la punition du spectateur. Dans Belladonna, ce mécanisme est omniprésent. Les corps nus sont allongés, découpés par le cadre, transformés en tableau vivant. Les viols, pourtant au cœur de la violence patriarcale, sont esthétisés par un traitement graphique somptueux et insupportable, saturé de couleurs, comme si l'horreur devait passer par la beauté pour être montée. Les supplices sont ralentis, chorégraphiés, accompagnés d'une musique qui sublime la douleur au lieu de la restituer dans sa crudité. Cette tension rend le film profondément ambigu. Comme l'avait déjà noté Françoise Daubonne, il est possible de réécrire l'histoire des sorcières en héroïnes, mais à condition que ce geste ne serve pas, une fois encore, à satisfaire le regard masculin qui les observe. Or ici, la révolte de Jeanne, si elle semble centrale, est sans cesse recadrée par un œil qui reste masculin, dans sa position comme dans sa jouissance esthétique. C'est là que la notion de male gaze éclaire la mécanique. La douleur n'est pas seulement montrée, elle est stylisée. Elle devient motif visuel, ornement narratif, au point que le spectateur peut s'y abandonner comme à une œuvre d'art, oubliant qu'il contemple une scène de domination. Et il y en a marre de toutes ces vidéos sur Belladonna, qui sanctifient l'œuvre, comme si, en fait, il revalidait une nouvelle fois ce male gaze. Belladonna n'est donc pas, à proprement parler, un film féministe. Il porte en lui la contradiction de nombreuses œuvres se réclamant d'une libération. Raconter la souffrance des femmes tout en la repliant sur une esthétique qui, en dernière instance, reconduit la posture voyeuriste qu'il prétend dénoncer. Ainsi se ferme le cercle. Le système sorcier que nous avons suivi dans l'histoire et dans les archives trouve dans ce film un écho paradoxal. Il ne s'exprime plus par la torture réelle, mais par la capture symbolique du corps et de la voix. Dans un cadre qui, sous couvert de les célébrer, les réduit encore à des images, façonnées pour un autre regard. It Followed, partie 2, Ring, la rumeur sorcière.